Et bonjour à tous, petite vidéo pour les trois personnes complètement perdues sur YouTube qui tomberont peut-être un jour dessus, sait-on jamais. Bien le bonjour à vous, c'est un plaisir de vous rencontrer. Ouais, je voulais faire un petit débrief de mon petit avis qui n'a aucune importance sur les internets. Mais comme j'ai beaucoup aimé ce jeu, j'avais envie de partager un peu cette passion. Ouais, petite référence. Cette passion de RE et puis de cet épisode en particulier. Faire un retour plus à froid de ce petit village, Resident Evil Village, ce petit grand village. Donc plus à froid, c'est passé un petit peu de temps. Il y a eu la réaction à chaud pas sur mon gameplay découverte, la run découverte avec ma frangine, qui était très très cool. Et enfin pour nous en tout cas, je sais pas pour vous. Et, euh, et ouais, faire un petit retour à froid du coup maintenant. Et j'ai laissé un peu reposer tout ça, digérer tout ça. J'ai vérifié mes infos aussi. Exactement, j'étais un peu perdu dans mon lore pendant la run, alors que je suis un bon passionné à la base, mais c'est vrai que retenir toutes les informations au long des années avec ma mémoire, c'est compliqué. Mais du coup, ouais, bien digéré tout ça, bien repris à froid. J'ai refait le jeu plusieurs fois. J'ai bien tout tombé là, tout ce que j'ai pu. Fini les modes de difficulté, tout ça. Enfin, la routine habituelle des Resident Evil, hein, chercher tous les documents et compagnie. Ouais, il me manquait pas grand chose dans ma première run, j'avais loupé que des documents. Enfin bref, on s'en fout. On s'en fout complètement, je divague. Donc oui, la vie plus à froid, on va parler de tout ce qui va bien et des quelques points négatifs aussi de R8. Alors globalement, mon avis n'a pas changé depuis ma réaction à chaud. Je trouve que cet épisode, globalement, de Resident Evil Village est pour moi l'un des meilleurs Resident Evil qui ait jamais été fait, vraiment. Tout n'est pas parfait, mais ça fait longtemps que j'avais pas eu un épisode aussi qualitatif et aussi lourd, entre guillemets, au niveau lourd dans le sens positif, euh, au niveau du scénar, de la mise en scène, des dialogues, des personnages. Depuis le début, hein, Capcom nous avait parlé l'époque de RE7, quand RE7, je crois qu'il était même pas encore sorti, ou il venait de sortir, je ne sais plus. Quand RE7 est sorti, dans ces eaux-là, du coup, Capcom parlait déjà du 8 en disant que le 7 amorçait un virage dans la licence. C'était le jeu du renouvellement, hein, RE7 quelque part. C'était quelque part un reboot de la licence, en continuant la chronologie, mais c'était quelque part un reboot de la licence. En fin de compte, le 7 était le nouveau Resident Evil 1, quelque part. Il avait bien réussi sa mission de, de ce côté-là, je trouve. Euh, et, euh, et que le vrai changement, le changement très important, viendrait de R8. Alors je ne sais pas si on peut parler de véritable changement. Ce qui est sûr, c'est que c'est un épisode majeur, Village. Dans l'histoire de Resident Evil, ça va être un épisode majeur, je trouve. Et je pense qu'ils avaient raison là-dessus. On a amorcé un virage dans les recettes et on a vraiment fait le gros morceau là, de ce changement avec R8 et je pense que c'est pas fini. On va en parler après. Donc oui, euh, déjà par rapport à R7, je trouve que ce R8, c'est R7 en beaucoup mieux. En fait, R7, c'est un jeu que j'ai adoré. C'est vraiment des retrouvailles avec Resident Evil après RE6 que j'ai vraiment pas beaucoup aimé. C'était pas un jeu catastrophique non plus, mais c'était un très très mauvais Resident Evil, je trouve. Euh, Peut-être j'en reparlerai un jour, mais bref. Scénaristiquement, je trouve que c'était un mauvais épisode, et puis même au niveau du gameplay, etc. Bref, hein, c'est pas le sujet. R7 m'avait redonné confiance vraiment à fond dans la licence, le retour à l'horreur, le fait de surprendre avec la vue FPS, pourquoi pas. Partir sur une nouvelle histoire, des nouveaux personnages, pourquoi pas. Ça m'avait un peu déplu, mais pourquoi pas. Mais R8 a accentué pour moi les qualités du set, qui était quand même l'immersion, la peur, les environnements. Je vais pas dire l'histoire, parce que l'histoire de R7 est pas très profonde, mais en tout cas ça fonctionnait.
Et RE8 a repris tout ça et l'a vraiment amélioré. Toutes les forces du set sont dans le 8, mais en beaucoup mieux, quoi. L'histoire a été bien travaillée, bien mieux. Les personnages sont ultra charismatiques, surtout les méchants. Euh, et RE7 avait. Le gameplay a été amélioré aussi, je trouve, très très agréable. Le gameplay de RE8. Enfin, ils sont très similaires les deux, mais je trouve que ça va bien ce mélange Survival Horror et un peu plus action en même temps. À RE8, je trouve que ça va super bien. Et du coup, pour parler de ce qui allait pas avec RE7, les gros défauts, même si j'ai adoré RE7, il avait quand même de gros défauts ce jeu. Déjà, commençons par Ethan. Ethan qui était un personnage complètement effacé. Alors, ça a été voulu par l'époque par Capcom parce il voulait qu'on se sente dans la peau d'Ethan, qu'on soit à sa place. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu faire carrément un personnage vraiment neutre qui parle pas du tout. Et du coup, on n'aurait jamais su si c'était un homme ou une femme, et le joueur ou la joueuse aurait vraiment fréquenté Chris Redfield, etc., d'autres personnages, quand on nous aurait parlé et tout, et voilà, là on se serait pris pour le personnage. Là, je trouve que ça n'avait pas marché, parce que du coup, le Ethan qu'on incarne parle, mais il est tellement sans personnalité en fait, il était tellement effacé par rapport à l'histoire, il était tellement indifférent presque au niveau des émotions, je ne sais pas. Il était bizarre. Le Ethan de RE7 était bizarre. J'avais rien contre ce personnage. C'est pas que je l'aimais pas, c'est que on peut pas le détester et on peut pas l'aimer. Le Ethan de RE7 tellement il est un peu insignifiant en fait. Il se passe rien avec Ethan du 7 et ça c'était un reproche qui a été fait à Capcom. Ça a été grandement amélioré dans Resident Evil Village et ça c'est une des plus grandes réussites de ce jeu. C'est que ça y est, Capcom a fait en sorte que Kethan soit intéressant. Il y a un bon développement de personnage. Il se passe quelque chose enfin avec lui. C'est pas parfait, mais de là, quand on voit d'où on vient et où on en est maintenant avec Village, avec Ethan, ouais, il y a eu un gros effort, quoi. Le personnage maintenant est vraiment charismatique, attachant et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, quoi. Donc bravo pour avoir gommé ce défaut. Autre défaut majeur de RE7, ils étaient au nombre de 3 au total, donc je viens de citer le premier. Les deux autres pour moi c'est les scripts grossiers de RE7. C'était vraiment grossier, c'est le mot. C'est-à-dire tu rentres dans une salle, tu fais le pas en trop. Alors, les scripts, il y en a partout, hein, dans tous les jeux vidéo, etc. C'est comme ça, c'est évidemment. Tous les jeux sont scriptés à mort, mais je veux dire, l'art d'un bon jeu, c'est de le cacher le plus possible, de faire en sorte que pour ta première run, ça ne se voit pas, en fait. Après, quand tu connais bien le jeu, tu les connais, les scripts, où il y en a, etc. Mais ta première run, ta run de découverte, tu dois vraiment être surpris ou pas t'y attendre, etc. Et là, c'était grossier parce que tu faisais le pas en trop dans une salle qui déclenchait le script et dans les recettes, tu avais tous les monstres qui spawnaient d'un coup. Ils apparaissaient d'un coup comme ça, tous en même temps, hein, du sol ou des murs, etc. Et, et ouais, c'est le mot qui convient le mieux, c'était grossier en fait. C'était tellement prévisible, tellement voyant que tu venais de déclencher un truc. Et puis c'était grossier dans l'autre sens, dans le sens où si tu reculais, les monstres dépopaient littéralement sous tes yeux, quoi. Donc moi ça m'avait un peu choqué. Ma première run de RE7, que je n'ai pas filmé à l'époque, que j'ai fait aussi avec mes frangines et que je n'ai pas filmé à l'époque, mais on était en train de se foutre de la gueule des monstres à plusieurs passages dans le jeu. Même si le jeu était terrifiant et j'ai eu très très peur, ça avait bien marché le retour de la peur dans RE7, c'était vraiment génial. Mais t'avais ce côté qui te sortait un peu du jeu en fait. Tu voyais les trucs spawner ou despawner si tu reculais, c'était un peu je sais pas, ça faisait un peu jeu cassé, tu vois, ou jeu expérimental, et c'était un défaut majeur, je trouve, du 7ème épisode. Ça a été complètement gommé dans Hero 8. Alors, on le voit toujours un peu, parce que c'est un script reste un script. On le voit toujours un peu dans Hero 8, il y a des trucs qui sont un peu comme ça aussi. Mais je trouve que globalement, il y a une sacrée évolution. Ils ont gommé ce défaut, c'est beaucoup moins flagrant, c'est mieux intégré, ça passe beaucoup mieux dans Resident Evil Village, je trouve. Par rapport au 7, on y croit plus. En tout cas, moi j'y ai beaucoup plus cru, j'ai été plus surpris, etc. Ça passait beaucoup mieux dans Village. Donc encore un défaut qui a été gommé, c'était cool. Et, euh, et le troisième défaut majeur pour moi du set, c'était le bestiaire. C'est un défaut qui est revenu énormément auprès de beaucoup de joueurs. Le bestiaire était vraiment nul.
dans Resident Evil 7, à part les boss, qui étaient sympas, euh, et qui se renouvelaient pas mal, je trouve. Le bestiaire de base, les ennemis de base, étaient vraiment pas terribles. Ces espèces d'immondices humanoïdes là, qu'on croise tout le long du manoir. Après, c'était les insectes géants. Voilà, il n'y a pas eu grand chose. Hein, ça tournait vraiment en rond et c'était pas terrible. On va dire ça vraiment, c'était le bestiaire très très pauvre. Je vais passer là-dessus. Parce que je vais tourner en rond, mais du coup, encore un défaut qui a été gommé dans Resident Evil 8. J'ai trouvé le bestiaire très varié, très plaisant à affronter. Même les ennemis de base, les lycans étaient sympas, t'avais plusieurs modèles de lycans, t'avais plusieurs modèles d'ennemis de chaque type en fait. Chaque zone a son ennemi de base, ça c'est un truc très intéressant. Chaque zone a son ennemi de base, t'as les créatures volantes sur le toit du château, t'as des créatures qui ressemblent plus aux zombies de la première génération dans les sous-sols du 8. Dans les sous-sols, dans les sous-sols du château, t'as des ennemis qui font vraiment zombies, pardon. T'as les lycans dans le village. Voilà, je trouve que c'est bien. Ils ont fait un gros effort encore là-dessus. Donc, en fait, c'est ce que je voulais en venir. C'est que tous les gros défauts du set ont été gommés dans le 8. Ils peuvent toujours être un peu présents pour certains, mais il y a une franche amélioration. Et, euh, et c'était très très cool. Pour moi, RE8, c'est RE7 en beaucoup mieux, quoi. Tout est mieux. Le scénario est mieux, les personnages sont mieux, moins de défauts de fabrication, de conception. C'est vraiment bien. On va parler des gros clins d'œil aussi à RE4. Hein. Beaucoup de gens disent RE7 c'est une fusion, RE8 c'est une fusion du 7 et du 4. Ils n'ont pas complètement tort. Il y a énormément de références au 4, à commencer par les lieux visités déjà. Un château et un village, forcément, ça rappelle le 4. Des séquences revisitées aussi. Hein. On pense aux séquences où il faut se barricader dans le village parce qu'il y a des vagues de lycans qui arrivent. Ça rappelle aussi plein de sessions dans le 4 également. Mais je trouve il ne ressemble pas qu'au 4. Il y a aussi beaucoup du 1, je trouve. Il y a aussi beaucoup des origines dans ce Resident Evil 8. Moi, je trouve que déjà, le château fait plus manoir de RE1 que château de RE4, en fait. Même la maison de Beneviento fait très ambiance RE1 au final. Et, euh, et ouais, j'ai adoré ce croisement en fait, entre plusieurs épisodes. En fait, tout ce qui a bien marché dans les épisodes précédents, j'ai l'impression qu'ils y ont mis dans RE8. On a un jeu qui est... moi, c'est ce qui m'a ravi dans cet épisode, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les fans, tous les types de fans de Resident Evil. T'as le côté survival horror classique, c'est-à-dire t'avances avec tes armes, t'as un ennemi ou deux qui sortent au compte-gouttes de temps en temps pour te sauter à la gorge et ça te fait un peu peur, ça te fout la pression. Donc du survival horror classique. T'as des passages beaucoup plus action, qui rappelleront les épisodes 4, 5, 6, où voilà, c'est vraiment plus la guerre, etc. Ça te met la pression du coup par le nombre d'ennemis. Donc c'est une peur différente en fait. C'est pas de la peur qui te prend au trip, c'est du stress et de la pression. Parce que tu as énormément de vagues d'ennemis, etc. Du coup c'est très action, etc. Mais ça fonctionne aussi parce que c'est pas tout le jeu qui est comme ça. Donc du coup les fans d'action ont été contents. Et puis ensuite tu as eu la phase très originale, une des phases que j'ai préférées dans le jeu je pense, même si c'est la phase qui divise le plus. La maison de Donna Beneviento, je ne sais pas si je prononce le nom correctement, avec Angie, sa marionnette. Moi, j'ai pris une petite claque à ce passage, outre le fait que je me sois vraiment bien chié dessus. Je pense que je suis pas le seul. C'est-à-dire que ce passage, c'est tout ce que je redoute dans un survival horror. C'est un survival horror où tu n'as pas d'armes, tu explores. En fait, c'est de la peur psychologique. C'est ce qui fonctionne le plus sur moi. C'est une peur, c'est complètement subjectif. Il y a des gens qui s'en foutent de ça, ça leur fait rien du tout, et il y a des gens qui sont terrorisés. Moi, la peur psychologique, c'est ce qui fonctionne le plus sur moi. Et voilà, c'est des petits, c'est des petits événements qui te font sursauter, des craquements, des bruits, un monstre qui te sautera à la gueule d'un coup, enfin ce bébé géant là. Voilà, plein de choses comme ça. Et tu n'as
solution de défense. Ta seule solution de défense est de courir et de te cacher. C'est pour moi, en termes de peur, les pires survival horror possibles. Je me sens tellement faible quand je n'ai pas d'armes dans un survival horror. C'était vraiment terrifiant ce passage, je trouve. Bon, on s'est bien marré avec la frangine pour dédramatiser, etc. Mais vraiment, quand j'ai joué cette séquence, j'étais pas serein. Et pour moi, j'ai trouvé ce passage très très original parce que c'est une première dans Resident Evil, un passage comme ça. C'est excellent. Et j'ai trouvé que c'était une prise de risque. Il y a des gens qui ont adoré. Du coup, c'est le principe d'une prise de risque. Il y a des gens qui ont adoré ce passage et il y en a d'autres qui ont détesté. Parce que beaucoup se sont demandé qu'est-ce que ça vient faire dans un Resident Evil, une séquence comme ça. Et c'est justement ça que j'ai trouvé original et génial. C'est que je m'attendais pas à trouver ça. Une session comme ça dans un Resident Evil, une session de jeu comme ça, je m'attendais pas à trouver ça dans Hero 8. J'ai été très surpris et c'était du coup très agréable. C'était une petite claque, ce passage. J'ai beaucoup aimé ce passage. Et je dis bravo à Capcom là-dessus parce que c'était. Ils ont tenté le coup et je trouve que ça valait la peine. Même si ça n'a pas plu à tout le monde, je pense qu'une grande majorité des joueurs et des joueuses sont très contents de ce passage et c'est très très bien. Cette petite surprise d'avoir fait ça, franchement, bravo. C'était à faire un jour et c'était surprenant, mais ils l'ont fait et c'était cool. Ça a donné un petit côté. Les mauvaises gens diront que c'était un peu pompé sur une ambiance à la Silent Hill, etc. Ils n'ont pas totalement tort, hein, c'est vrai. Hein. Il y a eu de l'inspiration, je pense, une très forte inspiration. Mais ça a marché et ça a fait le taf. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je vais en finir avec cette section. Mais je dis bravo pour cette section qui m'a surpris, je m'attendais pas à voir ça. Et du coup, j'en reviens au fait que je disais, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts dans ce jeu. C'est un brassage complet de tout ce qui a marché dans RE avec quelques innovations. La session du tank m'a beaucoup fait rire. Je sais pas comment les gens ont réagi là-dessus, s'ils ont aimé ou pas. Probablement il y a eu des critiques comme quoi c'était la section un peu trop action, peut-être trop bourrine, etc. J'ai envie de dire oui mais non parce que en fait c'est vers la fin du jeu seulement et c'est une section du jeu où tu t'en chies quand même pas mal. L'usine je la trouve quand même assez stressante comme section à faire. Elle est très stressante avec pas mal d'ennemis assez forts, etc., qui rôdent dans des petits couloirs, etc. Et j'ai trouvé que c'était une section très réussie du jeu, l'usine aussi. Mais ouais, il y a la petite section relâchement qui dure 5 minutes pour le boss, quoi. Voilà, c'est pas méchant. C'était très drôle, ça fait du bien de pas regarder ses munitions, de bourriner, etc. J'ai trouvé cette section très drôle. De relâchement total en fin de compte. Euh, C'était cool. Et puis pour finir avec les zones du jeu, bah en fin de compte, il n'y a que la zone avec Moro, je crois que j'ai moyennement aimé. Je trouve que c'est une zone un peu de temps mort. Elle n'est pas nulle non plus, mais c'est la section que j'ai moins aimé, je pense. Faut traverser l'eau avec les passerelles, faire 2-3 énigmes. C'est en fait pour avoir fait plusieurs runs, c'est la section que j'aime le moins parce que c'est celle où il y a le plus de temps mort en fin de compte. Et, euh, et que j'aime le moins refaire, on va dire. Le boss est très cool à affronter. C'est un combat qui est difficile dans les modes de difficulté supérieure. En hardcore et en village des ombres, il m'en a vraiment fait baver, Moro. Donc c'est un bel affrontement de boss final. Mais la section avant le boss, j'ai moyennement. Je trouvais que c'était en dessous. Le village était vraiment top. Enfin, le village et Beneviento, c'est vraiment mes sections préférées. L'usine en troisième, qui est quand même bien réussi aussi. Et, euh, et ouais, Moro en dernier, je pense. Bah, pour parler un mot sur le château, du coup, oui, le château, bof. De toute façon, on en a suffisamment parlé. Il a été énormément teasé par Capcom. Ils ont fait toute leur promo là-dessus. Avec Dame Dimitrescu et ses filles. Le château qui est sublime. Franchement c'était vraiment fou cette section. Certains reprochent qu'il était un peu court. Le passage était un peu court. Moi, je trouve que c'était bien. L'équilibre du jeu. Faut savoir que Resident Evil Village fait quand même partie des épisodes qui sont longs. Ils sont longs, j'ai mis 13-14 heures, sachant que j'ai recommencé parce que j'ai fait 1 heure en hardcore et je suis redescendu en standard. J'ai fait entre 13 et 14 heures ma première run du coup. Bah, il fait partie des Resident Evil qui sont longs. Donc je trouve que rallonger certaines parties, non, je pense pas.
je pense que ça aurait été une mauvaise idée parce que justement les 4 méchants sont tous charismatiques, ils sont tous intéressants et beaucoup de gens en demandent plus à l'heure actuelle. Ils auraient ont voulu en avoir plus et c'est justement très bon signe. C'est parce que c'était très bon que tu en veux encore plus. Et je trouve que l'équilibre du coup est parfait. Est parfait. C'était très très bien. Moi je pense qu'on a passé suffisamment de temps dans la maison, dans le château, dans la maison Beneviento. J'aurais aimé un affrontement de boss avec des armes. Après le passage des poupées, j'aurais bien aimé qu'il y ait un vrai affrontement pour finir ce boss. C'est un petit bémol pour moi. Je pense que Donna, c'est vrai, méritait peut-être elle un petit peu plus, mais en même temps, elle a ce côté du coup très très mystérieux qui lui va très bien. On sait quasiment rien sur elle. Elle a une seule ligne de dialogue, Donna. Je veux dire, de sa vraie bouche, elle a une seule ligne de dialogue quand on est dans la maison. C'est très intéressant ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Et c'est vrai qu'on sait quasiment rien d'elle, du coup, et c'est ce côté mystérieux qui fait que c'est. Moi, c'est l'un de mes personnages préférés en fait, enfin des méchants préférés dans cet épisode. Euh, plus qu'Alcina et ses filles, je pense. J'aime beaucoup Donna, son lore avec la poupée et tout. C'était très très drôle. De toute façon, j'ai aimé ce passage. Donc voilà pour les qualités de ce jeu. Graphisme, tout ça, on va pas revenir, c'est toujours le top. Mon petit Hero Engine, il est sublime, mais c'est vrai qu'il a toujours un peu de mal sur les extérieurs, je trouve, mais sur les intérieurs, c'est vraiment sublime. Les personnages et les décors intérieurs, ce moteur est incroyable. Mais ce que j'ai aimé dans ce jeu également, c'est les zones bien distinctes et les environnements différents au sein d'un même village. C'est-à-dire qu'il y a un effort sur la direction artistique de chaque zone et en même temps le level design qui est, je trouve, incroyable pour un Resident Evil. Alors je suis peut-être le seul à avoir vu ça, je pense pas, mais j'ai pas vu de retour là-dessus, en tout cas sur les forums des passionnés de RE que je fréquente beaucoup, etc. Les forums ou les réseaux sociaux de Resident Evil que je fréquente pas mal en tant que passionné également. Euh, j'ai trouvé un côté très Dark Souls à cet épisode, pas en termes de difficulté, quoique si les difficultés supérieures sont chaudes, mais bon, on est très loin d'un Dark Souls, mais en termes de level design et même d'ambiance, c'est-à-dire que on a un level design qui est assez organique. Alors ça s'est déjà fait dans des Resident Evil précédents, avec le manoir dans le 1, même avec le commissariat dans le 2, etc. C'est-à-dire qu'on a le village, qui en fin de compte sert de hub central au jeu. On y retourne plusieurs fois, parce qu'au fur et à mesure de nos avancées, on débloque d'autres portions, d'autres côtés du village qu'on n'avait pas vu, etc. On nous fait refaire des affrontements plusieurs fois d'ailleurs, presque au même endroit ou pas loin. La fin du jeu est proche du début du jeu. C'est un côté très Dark Souls ça aussi, je trouve. Et ouais, il y a ce côté organique où vraiment le village sert de hub central et tous les niveaux sont rattachés au village en fin de compte. On a le domaine des 4 nobles qui sont rattachés au village et que tu débloques les uns après les autres et je trouve ça très très intéressant. J'ai trouvé que c'était plus marqué que dans les anciens Resident Evil où de toute façon tu fais quand même des allers-retours dans la même zone. Mais là je trouve qu'ils sont allés beaucoup plus loin et j'ai adoré. J'ai adoré ce côté centralisé du village qui débouche sur les différentes zones du boss en fait. Et le fait que la fin en plus se passe vraiment proche du village, enfin, au centre du village, c'était très très cool. Tu revois la même zone qui évolue au fur et à mesure en fin de compte du jeu, ta progression dans le jeu. Et ouais, j'ai trouvé ça très bien. Puis chaque zone de chaque noble a sa propre identité, a son propre caractère, j'ai envie de dire, à son ambiance. Et ça aussi, j'adorais. Bref, voilà. Au niveau des défauts, il y en a. Je pense que les défauts, pour l'instant, sont surtout techniques, dus à la jeunesse du titre, surtout sur PC. Ça fait plus d'un mois que le jeu est sorti, il n'y a toujours pas eu de patch. On a vu quelques freezes. Par exemple, quand les ennemis meurent. J'ai eu quelques lags, personnellement, à certaines portions du jeu. Surtout avec les insectes des filles d'Alcina. Voilà, il y a quelques zones qui laguent un peu, t'as des chutes de framerate, etc. Mais je pense que c'est dû à la jeunesse du titre et ça ira beaucoup mieux quand le jeu sera patché. J'ai eu 2-3 crashs dans ma toute première run, quand je l'enregistrais. On a eu 2-3 crashs, on a dû relancer.
Et j'ai plus jamais eu de crash après. Hein. C'est assez étonnant. Est-ce que c'est le logiciel d'enregistrement qui faisait crasher le jeu? Je ne sais pas. Parce que depuis je n'enregistre plus et j'ai refait plusieurs runs. Je dois être à ma 4e partie là. Et le jeu n'a plus jamais planté. Donc je ne sais pas. Est-ce que j'ai pas eu de bol sur ma première run? Ou est-ce que c'est en combinaison avec le logiciel qui a enregistré que ça a foutu un peu le bordel? C'est possible aussi. Donc je pense que c'est surtout des défauts techniques. En ce qui concerne les défauts de Resident Evil 8 aussi. Alors c'est des défauts, attention. C'est des critiques que je vais faire là. C'est du chipotage. Ça ne va pas entrer dans les critiques officielles pour moi du jeu. C'est du chipotage et c'est complètement subjectif. C'est mes petits désirs à moi de fanboy qui en auraient voulu plus. Je trouve que Resident Evil Village aurait pu vraiment être le meilleur Resident Evil si ça tournait pas autour de la famille Winters. Je veux dire, j'ai vraiment adoré le boulot qu'ils ont fait sur Ethan. Il est génial dans Hero 8. Je pense qu'on peut pas dire le contraire. Mais ouais, je peux pas m'empêcher de penser à quoi aurait ressemblé le jeu si on aurait incarné tout du long un protagoniste important de la saga Resident Evil. Où est Jill? Là, c'est l'heure de pousser mon petit coup de gueule. Où est Jill Valentine? Capcom, ça fait 12 années. 12 putains de longues années. En temps réel, hein, pas dans le jeu. En temps réel, qu'on n'a plus de nouvelles de Jill Valentine. Depuis la fin de RE5, où elle n'était même pas jouable. Si, dans les DLC seulement. Où est Jill Valentine? Il y avait une occasion de la faire revenir. Ici. C'était maintenant, je veux dire, il se passe un délire avec Chris, on ne sait pas s'il est méchant, s'il est gentil, il se met à tuer des gens, mettons. Jill, sa partenaire depuis toujours, ça aurait été le moment de la faire revenir, de la mettre en protagoniste principale à la recherche de Chris. Je veux dire, on a eu Chris à la recherche de Jill dans Hero 5, ça aurait été cool de rendre l'appareil, de faire Jill qui recherche Chris. Et là, on a eu un jeu, mais dingue, d'une dinguerie phénoménale. Ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Et même en partant du principe, on garde Ethan parce que c'est la trilogie Winters qu'on est en train de vivre. C'est un arc centré sur la famille Winters. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et. Enfin, moi, ça me déplaît, mais c'est comme ça. C'est quand même des bons jeux, donc c'est cool, c'est le principal. Et du coup, même en gardant Ethan en protagoniste, etc., qu'est-ce que ça aurait coûté à Capcom? Là, vraiment, c'est un vrai coup de gueule. Encore une fois, c'est subjectif. C'est pas entrer dans la critique de ce jeu, mais je sais qu'on est de très nombreux fans à avoir fait cette réflexion, puisque je fréquente pas mal, encore une fois, les forums et les réseaux sociaux dédiés à Resident Evil, etc. Donc j'échange pas mal avec les fans de par le monde. On est tous d'accord là-dessus, pour les fans hardcore de Resident Evil, j'entends. Qu'est-ce que ça aurait coûté à Capcom de mettre Jill dans le jeu, jusqu'à l'apparaisse, au moins? Je veux dire, Chris et Jill sont partenaires depuis toujours. Il y a rarement l'un sans l'autre. Rarement, parce que malheureusement Capcom l'a fait ces dernières années, depuis le 6. Et Chris a rassemblé une unité d'élite dans cet épisode. Il a rassemblé une unité d'élite de soldats du BSA, dans qui il avait parfaitement confiance. Du coup, où est-il? Qu'est-ce que ça aurait coûté à Capcom qu'à un moment, même s'ils veulent pas la faire apparaître longtemps, tu vois, qu'elle soit pas jouable, machin, tout ça, juste donner des nouvelles, qu'on la voit. Je demande absolument à ce qu'elle soit la héroïne d'un jeu principal. Il faut qu'on la voit en héroïne principale dans un Resident Evil. Il est grand temps depuis la fin de Hero 5. Mais je veux dire, un pas après l'autre, déjà la remettre dans le jeu, ce serait déjà cool. On a des nouvelles qu'elle apparaisse. Juste une apparition, ce serait déjà un pas en avant en fait. Un pas en avant très important. Ils auraient pu juste la mettre en coéquipière parmi les coéquipières qu'a Chris, je me suis perdu, dans sa Wolf Squad, dans Resident Evil 8, elle aurait pu apparaître à ses côtés. Quand on incarne Chris au tout début de la session de Chris, quand il est en haut du village et qu'il croise son collègue, son subordonné qui s'appelle Canine, je crois que j'ai appelé Timmy dans la vidéo, je crois qu'il s'appelle Canine, si je dis pas de bêtises, avec mon très mauvais accent anglais.
C'est celui qui bombarde, donc quand on a le pointeur laser qui bombarde la zone ciblée. Qu'est-ce que ça aurait coûté que ce soit Jill qui soit posté là en sniper et qui à un moment enlève son masque et échange un peu avec Chris? Ça aurait rien changé au scénario de village. Ça n'aurait apporté aucune contradiction, rien du tout. C'est juste que Chris aurait rassemblé les meilleurs autour de lui et que Jill en ferait partie. C'était du fan service, facile à faire, gratuit. Et ça aurait été une hype de malade. Ça aurait été juste fou. Et ils ne l'ont pas fait. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Qu'ils aient choisi de ne pas faire ça. Ça n'a aucun sens même. Je sais pas. Il y aurait eu des échanges, ils auraient pu parler comme ils font par le micro pendant que Chris progresse. C'était du fan service en barre à foutre là-dedans. Et ils l'ont pas fait. C'est Jill Valentine. C'est le personnage féminin, même tout court, même sans parler de sexe. C'est le personnage de jeu vidéo le plus sous-exploité, le plus gâché de toute l'histoire du jeu vidéo. Et encore plus quand on parle de personnages féminins. Je veux dire, Jill Valentine, quand on fait des sondages régulièrement au fur et à mesure des années sur les personnages féminins préférés des joueurs dans le monde, elle arrive souvent en première, Jill Valentine, devant Lara Croft. Et pourtant, elle n'a pas eu beaucoup d'apparitions. Comme je disais, depuis RE5, ça fait 12 ans qu'on n'a plus de nouvelles de ce personnage, mais absolument plus rien. S'il y en a une lettre de Berry dans Révélation 2 qui dit que Jill est en train de se remettre de ces événements. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est le personnage le plus gâché par Capcom et par toute l'industrie du jeu vidéo. On a un personnage que tout le monde aime et qui n'est plus ressorti, qui n'est pas utilisé. C'est incompréhensible. C'est juste incompréhensible. Donc là, c'est un vrai coup de gueule. C'est Capcom, il est vraiment temps de ressortir Jill Valentine. Au moins en apparition. J'espère. Il n'y a plus d'excuses. Hein. Prochain épisode, il va falloir sortir. Il y a l'intrigue avec le BSA et tout, je vais en parler après. Il y a l'intrigue avec le BSA. Là, il n'y a aucune excuse. Il faut qu'elle apparaisse. Hein. C'est une figure importante du BSA, Jill. Vous n'avez pas le droit de vous planter là-dessus. Et j'ai envie de dire qu'après, il faut qu'elle ait son épisode majeur à elle. Il faut que Jill revienne en tant que protagoniste majeur d'un épisode. C'est pas possible. Voilà. Le petit coup de gueule est fait, mais il y en a marre. Moi, j'y ai cru. Hein. J'y ai cru jusqu'au bout à l'apparition de Jill ou d'un Berry. Ou voilà. Quand Chris voit les hélicoptères du BSA apparaître, je me suis dit, ça va être fou. Ça va être fou. On va voir des personnages connus. Et non. Et non. Ouais. Dommage. C'est vraiment dommage. Bon. Prochaine fois. Attention Capcom. Je vous surveille. Et on est nombreux à vous surveiller sur les internets. On en a marre. On va dire. Attention. J'ai envie de partir sur Chris. Chris, excellent. Excellent. Déjà, interprétation. J'ai été dubitatif au début sur le doubleur parce qu'ils ont changé le doubleur de Chris. J'aimais beaucoup le doubleur de RE5 et de RE6. Surtout sa prestation dans le 5. Je trouvais que ça allait bien au personnage. Et là, ils ont changé de doubleur. Les premières lignes de dialogue, j'étais un peu dubitatif. C'était le temps de s'habituer, je pense. Mais plus le jeu avance et plus je trouve qu'il était vraiment dans le personnage de Chris. Il a compris le personnage. C'était vraiment une belle prestation. Il a su faire le Chris qui a sa carapace, mais qui est en réalité assez vulnérable. Qui cache un peu ses sentiments parce que c'est le Chris usé par le combat un peu, je trouve. Alors qui n'a rien perdu de sa ferveur et de sa combativité, mais moralement, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de sa carrière, surtout dans le 5 et dans le 6, voilà, il en a perdu des gens proches, Chris, et il perd encore Ethan à la fin de cet épisode. Et voilà, sa carapace se perce un peu à la fin du jeu, et j'ai trouvé le doublage très juste, et Chris était aussi touchant dans cet épisode, j'ai beaucoup aimé son interprétation. Je regrette un petit peu, on peut mettre ça dans les défauts, je regrette un petit peu son temps de présence qui a été très léger à Chris quand même. On nous l'a beaucoup teasé, Capcom en a fait des caisses sur Chris, pour au final un temps d'apparition qui était très léger. Et je pense qu'ils auraient pu en faire un peu plus sur le délire Chris méchant, pas méchant, on sait pas trop. Ils auraient pu en jouer un peu plus. Ils ont peut-être loupé un truc là-dessus. Bon, c'est pas grave, c'est fait.
C'est du chipotage. Mais par contre, ouais, belle surprise le fait d'incarner Chris dans Hero 8, je m'y attendais. Franchement, moi je m'y attendais pas. Je ne sais pas si des gens l'ont vu venir ou pas. Moi je l'ai pas vu venir. C'était vraiment. J'étais trop content. Je pense que ça s'est vu dans ma vidéo. Mais j'aime tellement ce personnage que voilà, c'était trop bien de le faire incarner. Qu'on joue pas qu'Ethan, même si Ethan était très bien dans cet épisode. Euh, Puis ça a permis beaucoup de retournements scénaristiques aussi. Donc du coup c'était cool. Et en fin de compte, toutes les révélations importantes viennent quand on joue Chris. Et ça, c'est encore très cool parce qu'on a les commentaires de Chris, etc. Donc toutes les grandes révélations viennent à partir de ce moment-là, quand on l'incarne. Et ouais, c'était court, l'incarnation de Chris, mais c'était très plaisant. Donc je dis merci Capcom, ça fait du bien. Parce que les héros majeurs de Resident Evil nous manquent cruellement quand même. Resident Evil 7 était bien, avec des défauts, mais était très bien. RE8, je le trouve quasi parfait, quasi. Dans sa catégorie de jeu, en tout cas pour un Survival Horror et plus précisément pour un Resident Evil, je le trouve vraiment bien. Mais ce qui me manquait vraiment, c'est ce côté où on n'incarne plus, pour l'instant, nos personnages fétiches. On n'incarne plus Chris, ou plus trop. DLC du 7, vite fait, et un petit passage de 5-10 minutes dans le 8. Mais ouais, il y a plein de personnages absents qu'on a envie de revoir depuis très longtemps, surtout Jill. Il est grand temps de la ressortir, Capcom. Et, euh, et du coup, incarner Chris dans RE8, ça fait du bien. Et tu te dis, voilà, c'est ça que je veux dans un Resident Evil, c'est incarner les bons vieux héros de la première génération là, qui manquent. Parce qu'il n'y a rien à faire, hein, c'est quand même. Hein. Enfin, moi, je ressens la plus grande joie quand j'incarne un héros qu'on aime tous, ou une héroïne qu'on aime tous dans Resident Evil. Quoi. Et ça me manque un peu depuis le 7. Ça me manque un petit peu. J'espère que ça va changer dans les années à venir. Mais ouais, du coup, Chris, très bon. Très bon acting, très bien mis en scène. À chaque fois qu'il apparaît, même s'il apparaît pas beaucoup, bah, c'est lui qui fait le taf, hein, c'est lui qui fait le boulot. Il en impose par sa présence, par son charisme. Voilà, j'avais un peu peur que Capcom se perde avec ce personnage, qu'ils savent plus où ils en sont parce qu'on savait pas ce qu'ils allaient en faire. Hein. Ça a teasé méchant, pas méchant, machin, mais on sait qu'il faisait plus partie du BSA, tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Chris qui a fondé le BSA, il en fait plus partie, ou en tout cas, il a pris ses distances pour l'instant. Ils se sont perdus, Capcom, avec ce personnage et tout. Et non, pas du tout. C'est toujours le bon vieux Chris qu'on aime. Ce bon vieux Chris. Qui a toujours ce côté outrepasser les règles. C'est le cas depuis la création de notre personnage. Hein. Il a été recruté par Wesker chez les Stars parce qu'il avait ce comportement où Chris a tellement envie de faire le bien autour de lui, il a tellement envie de faire bouger les choses, etc., qu'il outrepasse les règles, la paperasse, etc., pour agir. C'est ce qui lui a valu des problèmes dans sa jeunesse et qui fait que Wesker l'a recruté pour les Stars. Et ça, c'est un caractère qu'il a continué d'avoir après les événements du 1. Bon, je vais pas tout vous refaire l'histoire que vous connaissez ou connaissez pas, mais bref, le caractère a été respecté. Là, il sent que c'est la merde au BSA, on a des pistes. C'est en train d'être la merde, donc le BSA est compromis à l'heure actuelle. Il a senti un problème depuis RE7 et du coup il a pris les devants, il a rassemblé son équipe, les meilleurs du BSA selon lui. Ce que j'ai vu les rapports, faudra que je retrouve les rapports. On voit qu'il en parle très bien dans les fichiers du jeu. Et voilà, le caractère est complètement respecté, je trouve. On a toujours ce Chris qui est plein de bonne volonté, qui est déterminé, qui lâche rien, il lâche pas le morceau. Sa vie, c'est le combat contre le bioterrorisme. Il a pas de vie privée, ce mec. C'est un putain de vrai héros. Il a pas de vie privée, il a pas eu de vie personnelle, rien. Il a dévoué sa vie à ce combat. Il n'a fait que ça. Et voilà, un mec complètement déterminé, complètement bienveillant aussi. Chris, c'est le bien incarné. Il est pur, ce héros. Voilà, il agit quoi. Il est jamais dans l'attente des supérieurs, des règles, etc., de la paperasse. Et il rassemble des gens, il y a le bordel là-bas, on y va. Tant pis pour les conséquences que ça aura sur moi, c'est on y va. Et ouais, j'aime trop ce héros. Voilà, il a ce côté déterminé et en même temps on le sent tellement. Ben voilà, il est vulnérable, il a son petit côté très émotionnel aussi qui cache derrière une grosse carapace. J'ai bien aimé le moment
où Chris était très ému de la disparition de la perte d'Ethan. C'était bien joué, le ton de la voix était juste, les animations faciales étaient nickel. Ça m'a touché ce passage avec Chris. Je crois on a tous adoré le passage où Chris a Rose dans les bras. C'était magnifique. Je pense qu'on a tous imaginé aussi Chris, papa, hein, avec Jill. Ce qu'on n'aura jamais, malheureusement, les fanboys du couple Chris-Jill, qui n'existe pas et qu'on n'aura probablement jamais, malheureusement. À moins qu'il y ait encore un retournement de situation un jour que Capcom se réveille, mais plus le temps passe et plus nos héros vieillissent, donc je n'y crois plus. Mais ça aurait été tellement bien. Mais du coup, ouais, c'était plein de fanservice, cette dernière section de jeu, là, les cinématiques avec Chris et tout, c'était nickel. C'était vraiment très très bien. Donc voilà. Je permets de rajouter un petit détail aussi sur Chris pour en finir avec le personnage. Il y a plusieurs personnes sur internet, c'est pas moi qui ai trouvé ça, mais il y a plusieurs personnes sur internet qui ont trouvé ce petit détail sympa. On peut voir une date importante gravée sur le flingue de Chris Redfield dans cet épisode, qui est la date du premier incident, hein, l'incident du manoir dans Resident Evil 1. Donc il l'a fait graver. Il l'a fait graver sur son arme. Je trouve que c'est un super clin d'œil qui prouve encore une fois que Capcom n'a pas oublié les origines du personnage et n'a surtout pas trahi ce personnage. C'est pour ça que je l'aime tellement encore dans cet épisode. Voilà, Chris est vraiment traumatisé toujours par ce qui s'est passé il y a si longtemps maintenant, et il a jamais oublié quoi. Il a jamais oublié. C'est toujours avec lui, il porte toujours ce poids sur les épaules et il continue ce combat. Voilà, ce combat qui est sa vie désormais. C'est un peu sa vie qui s'est arrêtée à Chris en fait quelque part dans les événements du 1, et maintenant et suite à ces événements-là, voilà, il ne vit que pour ça, pour ce combat-là contre le bioterrorisme. Voilà. C'est un petit détail tout bête, mais quand j'ai vu ça, cette image, j'ai fait mais c'est incroyable. Voilà, tout est dans le détail, mais ça fait le boulot. Voilà. GG Capcom. Donc pour conclure sur RE8, on attendait un gros épisode, Capcom nous l'avait promis, on a eu un gros épisode, et je trouve qu'il y a eu des surprises en plus. Moi j'ai été surpris, donc globalement c'est vraiment un excellent épisode, et j'en suis très très content malgré mes petits coups de gueule et compagnie. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux. Ça peut toujours être mieux de toute façon, mais c'est surtout pour le fan service que je dis ça. Ils avaient des occasions en or de le faire, et ils ne l'ont pas fait, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Ils ont loupé un truc. Je trouve qu'ils ont loupé un truc là-dessus. Mais bref, c'est pas grave. Merci bien pour cet excellent épisode. Et oui, du coup, je voulais parler de toutes les révélations importantes de la fin de ce 8e épisode. Mais en fait, la vidéo est déjà trop longue et c'est pas le sujet. Là, c'était juste la vidéo impression du 8. Mais il y a énormément de révélations. Donc, à la fin de cet épisode, on a le bordel au BSA. Avec le BSA, donc comme je disais, qui est probablement compromis. Enfin, c'est pas probablement, c'est sûr. Il est probable, au vu des informations qu'on a aujourd'hui, qu'il soit infiltré, le BSA, par au moins un membre, ou plusieurs, mais au moins un membre des connexions. Donc ça va être très intéressant comme art scénaristique. Et également le bond dans le temps, que je voulais traiter, mais là, encore une fois, la vidéo sera trop longue, où on découvre le personnage de Rose, personnage que j'aime déjà beaucoup. Je pense qu'il y a un très très fort potentiel scénaristique, même au niveau du caractère, etc. Le personnage a l'air très intéressant. Donc je reparlerai de tout ça. Je ferai une vidéo sur le possible RE9, sur le futur de la licence. Il y a beaucoup de choses à dire sur les révélations de cet épisode et sur ce qui va arriver. Donc ce sera vraiment le sujet d'une future vidéo. Voilà. À bientôt à mes 3 viewers. Merci.